Tanama est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, nous y évoquons l'âme, l'esprit, la transformation, le changement, à travers des sujets au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical, pour provoquer le changement et la transformation avec positivité en apportant information, conseils, solutions et onguents, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. C'est une émission tout public qui vous est proposée encore par Amalgame Humanis, association caritative, originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés et de lutte contre les discriminations et les violences, notamment LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Elle porte 2 lignes d'écoute, la voix arc-en-ciel à l'adresse des populations LGBT et la ligne prévention suicide. Ce soir, nous avons un hors-série. Nous remercions d'ailleurs Canalys de nous donner cette opportunité. Nous remercions également Harold Lust de nous laisser son créneau, qui est normalement dédié au Focus. Ce soir, donc c'est Tanama, et nous avons une invitée particulière. Notre invité a donc fait beaucoup bouger les réseaux ces dernières semaines à l'annonce de son avancée de carrière à l'étranger. Et c'est à juste titre que nous souhaitons mettre en exergue son parcours qui, nous l'espérons, apportera de nouvelles perspectives à nos territoires et nous permettra de comprendre la valeur de nos cursus locaux. Notre invité s'est adressé à nous, à vous, à travers diverses plateformes, notamment une introduction auprès des étudiants en sciences politiques organisée par le CAGI, prologue à une session spéciale qui lui sera dédié le 28 juin. Restez donc à l'écoute et n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo sur les réseaux, les plateformes du CAGI. On va voir justement tout de suite l'annonce du CAGI. Donc cette rencontre a eu lieu hier. Voilà, elle a eu lieu en ligne et celle du 21 juin aura également lieu en ligne, je crois. Donc, notre invité aura déjà livré quelque peu son parcours dans cette vidéo. Nous l'aborderons ici en filigrane puisque nous plongeons dans le vif du sujet, le sujet qui nous intéresse est notre santé intellectuelle. Dans ce hors-série, nous présenterons le docteur Gladys Francis, professeur des universités, docteur en études francophones théoriques et culturelles, qui vient d'être nommé à la Howard University, une des HBCU des États-Unis. À travers les nombreux teen movies et séries et autres films grand public, nous connaissons très bien les noms des universités de la Ivy League états-unienne. Princeton, Harvard, Yale, Brown, Cornell, Columbia, Dartmouth, Stanford. Pour les, voilà, je crois que je les ai tous cités, qui sont tant prisés par les familles américaines, prometteuses des avenirs les meilleurs, a priori. Cela n'aura pas été le choix de notre invité, qui prendra le chemin le plus escarpé, le moins lisse, on the black side of the belt. Ce soir, nous allons donc vous présenter en premier lieu les HBCU, Historically Black Colleges and Universities, donc les universités historiquement noires, les facultés noires. Donc on voit ici une carte. Donc c'est la Ligue historique, comme son nom l'indique, réunissant les 105 ou 116 universités noires des États-Unis. Donc cette requête géographique, on voit qu'elle se situe principalement dans le sud-est des États-Unis, donc justement... on va en parler tout à l'heure avec elle. Donc, on va regarder rapidement un extrait du film documentaire Tell Them We Are Rising, dites-leur que nous nous élevons, de Stanley Nelson Jr. et Michael Williams 2017, qui est sorti en 2017. Et on retrouve nos invités juste après ça. This is the dream, grown young. The dream so bravely tended, through a century of fears, through the years of working, praying, striving, learning, the dream become a beacon, brightly burning. Black colleges are spaces where Black people are affirmed. You could be yourself and develop yourself in this rich soil. It's a space that is an unapologetic Black space. These are places where there's incredible freedom to explore. We wanted to better ourselves. We wanted to have an institution where there are people like us all wanted to be more than the status quo. The question for African Americans has always been, what is education's purpose? Who controls it? And what is
the relationship of education to the broader aspirations of our people. Donc par État. Donc voilà, c'était un extrait du film Tell Them We Are Rising que vous pouvez trouver en ligne. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous invite à aller le voir. Il est en anglais, donc bon, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en français, alors il faudra peut-être le chercher. Donc nos invités ce soir sont naturellement la doyenne Gladys Francis en Zoom depuis les États-Unis. Bonsoir Gladys. Bonsoir Stéphanie. Bienvenue. Et nous avons également sur le plateau Ingrid Setou, qui est sa chargée de mission pour la région Caraïbes. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors on va rentrer rapidement, tout de suite dans le vif du sujet, et j'ai envie de poser une question donc à la doyenne. Qu'est-ce qu'enseigner dans une HBCU au temps des Black Lives Matter? Alors quel type de cursus? Est-ce que ça a impacté aussi l'atmosphère des universités? Est-ce qu'il y a une politisation, une plus grande politisation des curriculums, des curricula, si je puis dire, des programmes? L'approche scientifique, idéologique et également, évidemment, la place de la race dans ces établissements. Oui, c'est une très bonne question, Stéphanie. Ces étudiants, tout d'abord, Stéphanie, merci beaucoup de m'accueillir ce soir dans votre émission Tanama que j'aime beaucoup. Et pour répondre à votre question, ces institutions sont particulières parce qu'elles donnent une sorte d'estime de soi à cette communauté noire qui en a besoin. Aux États-Unis, de manière constante, par exemple dans les médias, à la télévision, lors des informations, on voit un grand nombre de noirs, souvent des hommes noirs à la télévision parce qu'il y a eu un vol, parce qu'il y a eu ceci, parce que c'est toujours des images qui sont tellement négatives. Et j'aimerais même parler de la période durant laquelle le président Obama était au présidentiel et comme on voyait des pancartes écrites singe, tu n'es pas notre président, ou Obama retourne en Afrique, ou Obama, tu n'es le président que des Kenyans, des choses de ce genre. Et quand on a ça de manière constante, il y a quelque chose qui s'opère de manière psychologique dans une communauté noire qui sait que finalement, qui est une minorité dans le pays, mais qui occupe les médias d'une manière erronée, d'une manière complètement fausse. Et cela joue. Ça joue sur l'estime de soi, comme je disais tout à l'heure. Ça joue sur le psychologique. Ça joue sur énormément de choses. Et donc, Stéphanie, les HBCU sont des espaces très importants, puisque ces espaces, finalement, sont des espaces qui forment ces jeunes d'une manière très importante, dans la mesure où ils arrivent à comprendre qu'ils ne sont pas une anomalie. Ils arrivent à comprendre les discriminations qui les entourent d'une autre manière, puisque c'est tellement systémique que quelquefois on ne se rend même pas compte qu'il y a tout un système qui fait que mon étudiant qui arrive est moins préparé qu'un autre qui a eu les meilleurs professeurs, qui a pu avoir accès à des écoles sans même y réfléchir, qui avait des accès et des barrières qui étaient là. Et donc, les HBCU ont, je dirais, un cadre administratif, un cadre émotionnel, un cadre académique qui permet d'armer ces étudiants, de les armer à comprendre qui ils sont, sans les tares, sans ces formes de négativité qui peuvent vraiment détruire l'avenir d'un enfant, l'avenir d'un jeune, lui dire qu'il ne peut tout simplement pas, parce que c'est ce qu'il voit à la télé en permanence, c'est ce que le canon lui dit de manière régulière. Et donc, les HBCU font exactement cela. Ce n'est pas une bulle. Il y a des gens qui ont cette perception, qui sont là, on est là entre noirs, et pas du tout. Ce sont vraiment, c'est pas une bulle, c'est un espace, plutôt c'est un creuset où tout le monde est invité, les HBCU sont ouvertes à d'autres communautés, mais le curriculum effectivement, Stéphanie, est ancré et forgé de manière à bien asseoir
ces étudiants, de manière à leur donner toute la confiance dont ils ont besoin, toutes les connaissances dont ils ont besoin, qu'elles soient légales, qu'elles soient historiques, académiques, théoriques, pour mieux les armer et les envoyer dans une société de sorte à ce qu'ils puissent vraiment porter des changements, fournir une différence. Et comme je dis, et j'aime beaucoup la section que vous avez choisie dans ce film, et pouvoir justement leur faire comprendre, leur donner et leur faire comprendre. It's about burning. Hein? On est là en nous, on a quelque chose, le feu en nous, et on peut faire cette différence. On n'est pas, j'en parlais hier, un exceptionnalisme. On est fort. On a beaucoup à porter et on enlève finalement les stigmas. Et Stéphanie, j'espère que j'aurai l'occasion de vous accueillir à Howard. Et vous allez voir. Ah oui, on va se rencontrer en personne à Washington, c'est sûr. Et dans ces institutions, quand vous y arrivez, il y a une force, une énergie, Stéphanie, qui est particulière. Parce que justement, on marche autour de jeunes qui sont comme ça. Qui sont forts, qui savent, ils n'ont pas honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Ils sont bien dans leur peau, qu'ils soient maigres, qu'ils soient gros, qu'ils soient obèses, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Ils ont une fierté en eux qu'on ne peut même pas acheter, ça ne s'achète pas. On leur apprend ça. Et à Howard, on dit qu'on saigne bleu, c'est la couleur de l'école, bleeding blue. Et donc, ça reste avec soi toute sa vie. C'est vraiment intéressant d'ailleurs. Je pense qu'il faut préciser qu'est-ce que c'est que la Howard University pour un peu donner, j'allais dire, un peu de perspective aux téléspectateurs. Parmi les personnes, les personnalités qui sont sorties de la Howard University, on a Debbie Allen par exemple, qui est une actrice. Bon, peut-être plus notre génération connaîtra Debbie Allen de Fame. On a Chadwick Boseman qui a fait Black Panther. Donc, on a également Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis actuelle, Taraji P. Henson, qui est actrice. On a également PPD, mais je crois qu'elle n'est pas diplômée, mais en tout cas, elle est allée à la Howard University. On a Ta-Nehisi Coates, qui est écrivain. Je pourrais en citer plein d'autres, Toni Morrison. Donc voilà, on a eu pas mal de personnalités qu'on connaît, il y en a plein d'autres, mais je suppose qu'il y a des scientifiques. Il faut dire que la Howard University, c'est une université qui forme les plus grands ingénieurs noirs, les plus grands médecins aussi, et qui a aussi une section agriculture qui est très développée. Donc c'est pour donner un peu de perspective aussi à nos compatriotes, qu'ils comprennent justement à quel point c'est important et qui est formé justement à la Howard University. Donc, qu'est-ce que ça implique justement, qu'est-ce que c'est qu'être doyenne justement d'une université? Je pense qu'il faut le préciser parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'on connaît bien chez nous. Oui, c'est une... vous savez, Stéphanie, je suis quelqu'un qui aime rester dans les coulisses. C'est mon style. Je suis quelqu'un qui parle peu et qui, quand je parle, c'est qu'il le faut. Je ne fais pas de bruit, comme on dit. Et donc, être doyen, c'est une responsabilité énorme. C'est prestigieux, non seulement parce que c'est Howard, mais aussi c'est un titre important dans le milieu académique. Et donc, je serai chargée, en tant que doyenne à Howard, de tout ce qui est académique pour nos étudiants. Je serai en charge de 17 départements différents à Howard, tout ce qui est arts et sciences. Je serai également chargée, et c'est vraiment, vous savez, c'était intéressant quand j'ai fait toute cette pierre, c'était vraiment un processus très stressant, très long, très difficile, une série d'interviews avec d'autres candidats qui voulaient également de ce poste. Et je me rappelle, Stéphanie, avoir terminé la dernière interview, et j'appelle ma mère et je dis: maman, je crois que j'ai raté tout ça, je crois que j'ai vraiment fait une bêtise. Et maman qui me dit: mais qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Et je lui dis: mais finalement, je crois que je l'ai interviewé, le provo. J'ai interviewé ces gens. Et Stéphanie, c'est un peu ça. Je crois que ce poste, je ne l'ai pas pris en me disant: waouh, je vais travailler à Howard et je vais travailler pour Howard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis arrivée et j'ai fait mes interviews en me disant: non. Est-ce qu'Howard me mérite?
est-ce que c'est vraiment l'institution qui pourra me permettre de mettre, de créer, d'œuvrer dans un sens qui est également le mien. Et donc, ça a été, je pense, pour moi, une expérience durant laquelle ça a été vraiment quelque chose un dialogue, un dialogue où je voulais être sûre que je mettais mes talents là où il fallait. Et donc, être doyenne, c'est porter finalement une faculté. Je serai avec une autre équipe de doyens et puis on va, je vais dire que le plus gros pour moi, ça va être de porter une sorte de globalisation à Howard. Et je crois que c'est vraiment l'aspect qui a le plus plu, faire de l'innovation, puisqu'en fait, on veut être les premiers à le faire, à porter une internationalisation à une HBCU. Et voilà ce qui va être vraiment ma mission, la première, de former des campus à l'extérieur de Washington, D.C. Et comme vous pouvez l'imaginer, Stéphanie, étant guadeloupéenne, je pense que ma première pierre, j'aimerais beaucoup la poser aux Antilles. Donc pour moi, ça va être d'abord les Antilles, ensuite l'Afrique du Sud, et puis on aura d'autres espaces que nous allons explorer. Mais voilà, Stéphanie, en gros, c'est un peu donner une directive académique à Howard, porter tout un soutien à ses étudiants. Je vais être en charge de plus de 3500 étudiants dans la faculté des arts et des sciences à Howard, avec le dean, le doyen Patterson, qui attend de moi vraiment qu'on mette finalement cette faculté en orbite. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et donc voilà, une charge très lourde, mais Stéphanie, je vous dirais franchement, je suis prête. Il y a une expression aux États-Unis où on dit I was born ready. Yeah. Et j'ai l'impression que je suis prête. Je n'ai pas peur. Voilà, je suis prête. Je suis née prête. Et je crois que quand on est antillais, quand on est de chez nous, on sait ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Alors justement, on va revenir tout à l'heure sur les programmes que vous avez développés et on va voir tout à l'heure que les aires francophones, les littératures francophones, les pratiques artistiques francophones sont au centre justement de vos intérêts. Mais on va en discuter tout de suite, enfin on va en tout cas accueillir Ingrid Setou. Est-ce qu'on peut avoir déjà vos retours sur justement l'expérience du docteur Gladys Francis et ce que ça peut apporter justement à la Guadeloupe, puisque vous êtes justement sa chargée de mission pour la Caraïbe? Oui, alors ce que ça peut apporter, c'est ce qu'elle a déjà apporté et qu'elle va continuer de faire à une autre échelle, maintenant, comme elle l'explique, avec la Howard University. Donc Gladys Francis, c'est quelqu'un qui a mis en place des collaborations déjà depuis un moment. Nous avions commencé à collaborer dès 2019 où elle avait mis en place, notamment j'avais pu en bénéficier des expériences de professionnalisation à Atlanta, donc où elle proposait vraiment une expérience assez globale et assez transversale, donc avec les ressources, donc un bureau, l'accès à tout le campus, participation à des conférences, visite de la Spelman College, c'est une autre HBCU. Et donc, elle proposait déjà des expériences de professionnalisation comme celle-là à des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais. Et donc, par la suite, elle a fondé un centre d'études sur la diaspora. Donc, c'est un centre dans lequel j'ai pu faire mon immersion. Et donc, là encore, elle projetait, je dis projeter parce qu'on n'a pas pu aller au bout de ce projet par rapport à la pandémie et au confinement, mais elle projetait de mettre en place des résidences de professionnalisation pour les artistes, pour les chercheurs, pour des jeunes. Donc le public était assez large, avec à la clé vraiment donc soit des qualifications ou de très bonnes recommandations. Donc c'est une mission
Et donc, elle était déjà venue, hein, enfin, elle vient régulièrement en Guadeloupe, elle en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, elle était déjà venue en 2019 pour parler à la communauté. Elle avait déjà rencontré les Guadeloupéens. Donc, aujourd'hui, eh bien, quelque part, on poursuit un travail qu'on avait commencé en 2019 à une autre échelle, puisque c'est la Howard University, qu'elle est entre autres responsable du développement de programmes d'études innovants et internationaux. Et donc, comme elle l'a dit, hein, elle a parlé de campus. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre en place des programmes pour la jeunesse, mais pas que, elle en parlera aussi, porteurs pour le pays et pour créer ces ponts et alors, Gladys travaille beaucoup sur le transrégional, donc c'est vraiment nous permettre de rentrer dans cette dynamique-là avec elle. Oui, j'ai vu justement que dans ces travaux, il y a beaucoup de transgenres, transrégional, transidentité, transculturel. Justement, on va en discuter avant justement de nous plonger dans les travaux du docteur Gladys Francis. Découvrons en quelques images justement ces différentes dynamiques. Là, c'est le docteur Francis en train d'enseigner. Elle nous fera un commentaire des photos, justement, tout à l'heure. Donc ici, j'ai trouvé justement ce qui est en tant que keynote. Et on va voir un extrait de cette vidéo tout à l'heure. Faites le son. Encore une classe. Donc ici, avec Léna Blum, dont on va parler tout à l'heure. Et ici, justement... dans une session magistrale. Ici, c'est la couverture d'un ouvrage dont on va parler également tout à l'heure. Donc, on va lancer tout de suite une vidéo, un court extrait, justement, en anglais, où elle parle un peu de son approche pédagogique. My name is Gladys Francis. I was born and raised in France. I studied in Paris and in the French Caribbean, where I received my BA in the humanities and a master's degree in education. Fellowship focuses on French and Francophone studies, women's studies, conflict studies, and I basically look at issues pertaining to regions outside of France where French is spoken. So what I do is that I teach language courses, literature courses, and cultural courses through the lens of Francophone studies. At the core of my use of technology is my students. So basically, if the technology is going to improve something, a skill of theirs, I will use it. Donc nous voilà revenus, on va donc en discuter avec le docteur, enfin la doyenne, Gladys Francis. Alors déjà parlons succinctement de votre parcours de la Guadeloupe à Washington. Donc est-ce qu'être caribéenne, qu'est-ce que c'est qu'être caribéenne dans les sphères africaines-américaines? La population caribéenne est très présente aux États-Unis, notamment dominicaine, toute la Caraïbe anglophone, etc. Et même, je dirais même qu'elle est même racinaire, je veux dire même à la racine même des populations noires, puisque souvent étaient originaires des îles durant la période coloniale. Et je sais qu'en étudiant la diaspora haïtienne moi-même, je sais qu'il y avait de forts différentialismes au niveau identitaire entre les premières générations et les Afro-Américains quand ils sont arrivés. Gommés un peu chez les secondes générations qui avaient tendance à justement s'acculturer. Quelle relation identitaire existe aujourd'hui justement entre les différentes communautés noires, qu'elles soient étudiantes ou ailleurs, et est-ce qu'il y a une différence entre le Nord, si je parle du Nord, on va parler de New York, voilà, etc., et les Suds, Alabama, etc. Oui, il y a... donc Stéphanie, quand j'arrive aux États-Unis, j'arrive dans le Midwest américain, j'arrive dans l'État de l'Indiana, une école à prédominance blanche, je crois qu'on était 2% de Noirs, et tout confondu, hein, de Noirs de partout dans le monde, 2% sur à peu près 25 000 étudiants, donc très très peu. Et donc, le Nord, le Midwest est quelque chose de très particulier, peu de diversité, beaucoup moins de diversité, mais on trouve toujours des poches comme ça, parce que les États-Unis, je sais qu'on entend souvent parler d'un melting pot, mais les États-Unis, c'est vraiment en fait
des communautés qui vivent à côté des autres sans vraiment quelquefois s'entremêler. Hein. Et on va vous dire, oui, moi je connais très bien les Mexicains parce que je mange mexicain. Des choses, mais des propos quelquefois comme ça. Et donc, oui, il y a une différence. Donc oui, quand on est dans des États du Sud, on a des communautés noires beaucoup plus présentes et ça a vraiment un rapport à voir avec l'époque esclavagiste américaine qui dure, comme on le sait, beaucoup plus longtemps que chez nous dans le contexte français. Et donc, il y a une communauté beaucoup plus importante, mais Stéphanie, qui est aussi une communauté quelquefois beaucoup plus pauvre. Une communauté noire dans le sud du pays qui vit beaucoup plus de discrimination, beaucoup plus de pauvreté, puisqu'il y a encore un racisme latent, systémique, qui est beaucoup plus présent et beaucoup plus ressenti au quotidien par la communauté noire dans le sud du pays. Maintenant, en termes de diaspora noire, elle est là, elle existe. Et justement, Stéphanie, on la retrouve surtout dans les HBCU. On la retrouve là parce que vous allez avoir des générations, 3, 4, 5 générations de familles qui vont dans la même HBCU. Il y a le retour dans la HBCU. Il y a ces traditions qu'on appelle aussi le Family Reunion, qui est quelque chose de très, très populaire aux États-Unis et de très souvent noir, où les communautés noires se donnent un jour dans l'année et vont se retrouver. Et donc, les petits cousins, les grands-parents, les arrières, les aïeux, tout le monde se regroupe dans une ville. Tout le monde met de l'argent pour aider ceux qui ne peuvent pas venir pour se retrouver en famille. Et donc, il y a dans la communauté afro-américaine ça, ce sens d'une sorte de communauté à nourrir, à nourrir, à former, à pérenniser dans le quotidien. Et si on ne peut pas le faire dans le quotidien, on va faire ces family reunions chaque année ou tous les 2 ans. Et c'est quelque chose de vraiment fabuleux à voir. La communauté caribéenne, elle est là, elle est très présente. On la retrouve beaucoup en Floride, surtout la communauté haïtienne. D'ailleurs, quand on va à l'aéroport de Miami, même... je crois qu'il y a aussi du créole haïtien pour les indications, les choses à faire, où aller, comment se déplacer, etc. dans l'aéroport. Donc une communauté haïtienne qui est très présente. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle est très présente qu'elle est forcément bien accueillie. Donc il y a encore beaucoup de stigmas. Par exemple, je vais parler de quand j'étais encore à Atlanta, où je dirigeais le programme d'études francophones. Il était très très difficile. J'étais également directrice des études supérieures. Très très difficile de faire venir des étudiants qui sont encore à Haïti parce qu'ils se voient très souvent refuser leur visa et donc il y a toujours ces tabous qui existent quand il s'agit de la communauté haïtienne. Mais je vais vous dire, Stéphanie, les étudiants haïtiens que j'ai eus dans mes salles de classe sont des étudiants fabuleux qui comprennent très bien et qui vivent aussi ces difficultés de savoir qu'il y a la maison et c'est où la maison. S'occuper des siens quand ils sont toujours à Haïti et puis ceux qui partent et qui ne retournent pas. Et on a aussi ceux qui viennent, font leurs études et qui sont vraiment très déterminés à obtenir un diplôme spécifique, souvent en architecture, pour pouvoir effectuer un retour à Haïti et aider la communauté. Oui, voilà. Oui, donc on a également ça dans les HBCU, dans les universités à prédominance noire, où des étudiants ils viennent pour avoir vraiment tout ce dont ils ont besoin et retourner chez eux, que ce soit en Afrique, Haïti. Donc oui, Atlanta aussi avait une très très large communauté caribéenne. On appelle Atlanta la Mecque noire. Atlanta avait quelque chose de particulier. Ingrid pourra peut-être en discuter, où il y a énormément de noirs à succès, de noirs très riches à Atlanta. Et donc, c'est un autre feeling, c'est quelque chose de différent quand on est à Atlanta, mais il ne faut pas se laisser leurrer par ça. Il ne faut pas se laisser leurrer par les footballeurs, les millionnaires, Tyler Perry, et j'en passe, ils sont très très nombreux, les artistes à Atlanta et des Noirs, je dirais, à grand succès dans la communauté d'Atlanta, mais Noirs d'Atlanta. Cependant, il y a aussi à Atlanta de la ségrégation. Il y a aussi à Atlanta une gentrification qui pousse à l'extérieur
les moins riches. Et même mon université où j'étais avait acheté des tonnes et des tonnes d'hectares et les impôts avaient triplé. J'ai vu, moi, beaucoup de mes voisins qui étaient là depuis 50, 60 ans devoir partir parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur crédit de maison. Donc, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'une ville n'est pas épargnée de ces complexités qui touchent à l'ethnicité, qui touchent à la race. Et à la classe sociale aussi. Absolument, absolument, Stéphanie. Et donc, voilà pourquoi je disais que j'admire beaucoup votre émission, Stéphanie, puisqu'en fait, il nous faut travailler dans une intersectionnalité, puisqu'on ne peut pas enlever le côté ethnique de la classe, du genre. On ne peut pas. On est obligé de tout prendre pour tout comprendre et mieux adresser finalement des solutions à ces problèmes. Et donc, une forte communauté caribéenne, différente dans le nord-est, c'est vrai, mais je crois que, pareil, il y a des festivals qui ont lieu. Le carnaval, par exemple, à Brooklyn, c'est quelque chose de fabuleux. Donc on est présent, mais ça ne veut pas forcément dire, je crois que, Stéphanie, quand je regarde la Guadeloupe, quand j'y ai grandi, ce métissage qu'on a et qui n'est pas vraiment dans le on est là, quelque chose qui, c'est complètement différent aux États-Unis. Je crois que si on ne veut pas faire la rencontre de l'autre, on n'a pas à la faire aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui peut-être, que je trouve, qui reste dangereux, parce que finalement, comment faire comprendre c'est quoi être noir à une communauté qui a déjà des préjugés, qui n'est pas forcément vouée ou intéressée à faire cette rencontre. Donc c'est très très facile d'être vraiment dans des silos, des choses complètement, des îlots ici et là, et ne pas aller à la rencontre de l'autre dans le contexte des États-Unis. Ouais. C'est vrai que on voit le côté justement communautaire qu'on craint tellement en France, même si ce n'est pas un gros mot, le communautarisme. C'est très positif justement dans certains cas, mais effectivement on peut aussi s'isoler et se couper des autres. Alors, pour continuer justement sur les questions qui nous concernent, puisque nous sommes francophones et que le docteur Gladys Francis est spécialiste justement en études francophones, ma prochaine question porte justement sur les Francophone Studies. Donc, quelle place occupent les Francophone Studies aux États-Unis, donc ce qu'on appelle les études francophones en littérature franco-caribéenne, par exemple. Et maintenant, justement, que vous êtes doyenne, qu'est-ce qu'on peut dire justement des franco-caribéens qui ont enseigné, qui travaillent justement aux États-Unis? Donc, je pourrais citer Édouard Glissant, qui a enseigné à l'époque à Baton Rouge, en Louisiane, Marie Scondé, qui a enseigné aussi aux États-Unis, à Columbia, je crois. Et puis, on peut citer aussi Fanon, qui est lu, théorisé davantage aux États-Unis d'ailleurs qu'en France, et qui est même dans la Caraïbe francophone. Donc, quelle réception pour nos écrits, nos pensées, nos productions littéraires? Oui, elle est énorme. Je crois que, et c'est tellement vrai, et c'est aussi triste. Quand je suis partie en Martinique faire ma licence, j'étais très attirée par les professeurs qui y étaient. Et donc, j'ai pu étudier sous Raphaël Confiant. J'ai eu un accès, je crois, et je suis très heureuse d'avoir pu faire ce choix finalement, parce que nous avons de grands penseurs. Et pour moi, étudier sous des intellectuels qui font bouger finalement cette littérature francophone était une chose très importante. Et quand on regarde, et quand j'arrive finalement, Stéphanie, aux États-Unis, j'étais complètement époustouflée, puisqu'en fait, je vais pas mentir, c'est exactement aux États-Unis que j'ai pu découvrir toute l'ampleur et toute la force d'une littérature francophone qui est beaucoup plus étudiée ici qu'elle ne l'était dans le cursus scolaire que j'avais quand j'étais en France. Et donc, ça veut dire il y a aussi du travail, ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Oui, tout à fait. Il faut adresser, absolument. Et je dirais que moi, ce qui me rend fière, c'est on est nombreux, on est quand même assez nombreux. On a une communauté de la Martinique, beaucoup de la Martinique, de la Guadeloupe, ici, des chercheurs vraiment fascinants qui font un travail vraiment
remarquable parce qu'il est question pour nous de devoir porter une touche caribéenne à la théorie. Parce que ça devient un peu quelquefois obsolète, complètement, je veux dire, une sorte de débilité de devoir parler ou analyser un corps noir. Provincialiser quelque part la recherche. Oui. Et donc, ça ne tient pas la route, ça ne tient plus la route. Et il nous faut pouvoir porter nos touches théoriques. Il nous faut caribénaliser finalement, je crée des termes tout le temps, Stéphanie, pardonnez-moi, mais porter une touche créole à la théorie, parce qu'il nous faut le faire. Et donc, voilà ce qui se fait, où on voit, il y a eu un récent ouvrage sur Suzanne Césaire, qui a fait un travail remarquable, déjà en théorie, en études culturelles. Et donc, voilà ce qui s'opère, voilà ce qui se fait. Dans le contexte nord-américain, et je vais dire que les thèses, de nombreuses thèses nous portent, et quand je dis littérature francophone, on n'est plus uniquement dans une étude glissantienne, de fanonienne, on n'est plus seulement dans ça, ou d'Aimé Césaire. On a vraiment un champ académique qui est pluriel. Il est pluriel dans tous les sens du terme. Il est pluriel parce qu'il est aussi plus féminin. Il est pluriel, il doit l'être, parce qu'on sait, Stéphanie, vous et moi, que dans le contexte théorique, les femmes sont très souvent mises sous silence. Oui, pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce que le canon les rend invisibles. Et donc, il y a aussi ce chemin qu'on doit faire, et c'est vraiment quelque chose... Je tiens à le faire en tant que... Continuer, puisque je le fais déjà en tant que doyenne, c'est m'assurer qu'il y a vraiment une diversité dans tous les sens du terme, dans le sens du genre, également dans le cursus, les curricula que nous allons créer à Howard. Je vais vous dire également, Stéphanie, qu'il y a un programme robuste à Howard, c'est le World Languages and Cultures pour le département, et je vais vraiment travailler de manière assidue avec cette équipe afin de ramener notre programme de master, et avec un peu de chance, j'espère dans quelques années avoir aussi un programme de doctorat, et faire ces passerelles. Faire ces passerelles entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et nous, mais aussi également à l'extérieur. Mais dans le cadre de notre émission, je voudrais me concentrer sur la Caraïbe, et donc faire ces passerelles afin que des chercheurs comme vous, Stéphanie, des étudiants, mais également, je dis tout le temps ça, des artistes, puisqu'on a des artistes en Guadeloupe qui sont des philosophes. On a des artistes en Guadeloupe qui n'ont peut-être pas le doctorat, mais qui sont des doctorants dans la pratique de tous les jours. Ah oui, j'ai rencontré des tambouillés, mais il y a une histoire. Donc, il y a tout ça. Et donc, l'idée, et c'est pour ça que les HBCU sont intéressantes, parce qu'elles comprennent ça. Les HBCU ne sont pas finalement dans quelque chose d'empirique. Et il nous faut détruire ça. Il nous faut détruire cette matière qui n'est pas la nôtre. Et créer, en fait, des espaces où on a une voix, où on se comprend, où on peut se dire. Et il s'agira également de donner une sorte d'ampleur à ce programme francophone de Howard, et faire ces passerelles, créer ces ponts, comme l'a dit Ingrid, afin qu'on continue ces dialogues, puisque ça va aussi dans le sens inverse, où je pense toujours que nous avons énormément, nous, Caribéens, apporter au monde, oui. Absolument, au monde. Oui, alors Ingrid, justement, qui va travailler à développer justement avec le docteur Francis tous ces projets. Déjà un petit retour sur l'expérience d'Atlanta, cette expérience de professionnalisation, de quoi il s'agissait en fait? Alors, une expérience fondatrice, on va dire, pour la suite. Ça consistait, alors 3 semaines. J'ai passé 3 semaines donc à Georgia State University, au sein du département que dirigeait Gladys, donc le département des programmes francophones, mais pas que. Il y avait aussi, elle avait un programme qui s'intitulait Engaging the World. Et donc, l'idée, c'était de me permettre de participer à des conférences. Alors, à titre d'exemple, j'arrive
le matin à 9h et à 9h30, Gladys me dit bon, on y va, il y a une conférence, il faut qu'on y aille, j'interviens. Et quand j'arrive, je m'assieds et donc le thème c'était Freedom is a constant struggle, donc voilà, que la liberté est une lutte constante. Et c'était extraordinaire, donc organisé par des étudiants, avec des intervenants, des enseignants, chercheurs, etc. Donc déjà, j'ai été baignée dans cette dynamique-là pendant 3 semaines, parce que c'est un campus qui est très actif sur ce segment. J'ai pu participer, assister à des cours dans l'African Studies, enfin le département des études africaines, on va dire, dispensé par un ancien membre des Black Panthers, qui m'a reçu après, qui a pris le temps de me recevoir. Et quand Gladys dit qu'on a à offrir, c'est également lors de cette expérience que je m'en suis rendu compte, parce que bon, il avait déjà entendu un petit peu parler de la Guadeloupe, mais il était fasciné par le fait qu'on pouvait avoir toutes ces influences, donc françaises, européennes, anglo-saxonnes. Et voilà, donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette expérience. J'ai animé un workshop aussi, elle m'a permis de le faire, de rencontrer des partenaires, de visiter Spelman College. Je suis sortie de là avec un carnet d'adresses et une expérience extraordinaire. Voilà, donc en fait, on peut dire aussi que quelque part, comme le disait justement, et comme vous venez de le dire, c'est que nous avons, et ça je parlais justement en introduction de la richesse aussi de nos cursus, parce que souvent on a tendance à peut-être minimiser ce que nous sommes, parce que nous sommes un petit confetti, comme j'aime bien dire, sur la mer, et on apparaît à peine sur la carte, mais l'idée c'est de dire que voilà, même sur un petit territoire, nous avons de très bons cursus en fait en Guadeloupe, et qui nous ouvrent des portes justement vers l'extérieur. Ça va être l'occasion justement avec ce programme, mais il existe déjà des programmes dans les universités, mais là ce sera peut-être quelque chose qui va vers quelque chose qui nous ressemble plus, qui appelle beaucoup plus la jeunesse aujourd'hui, qui s'intéresse beaucoup justement à les origines africaines, etc. On regarde déjà beaucoup les États-Unis avec les arts, la culture la pop ou la culture contemporaine. L'idée, c'est en tout cas de dire que à partir en fait de vos cursus ici, vous avez la possibilité d'aller plus loin. C'est-à-dire que, comme j'aime bien dire, l'horizon des Guadeloupéens ne s'arrête pas au littoral. Il nous reste 5 minutes. On va parler rapidement avec le docteur Francis de son travail, qui s'intéresse beaucoup justement dans ses travaux à de nombreuses textualités, si je puis dire, ou intertextualités entre le corps et la littérature, toujours en lien avec la Guadeloupe. Le groupe K, la technique K de Léna Blou, entre autres choses, la littérature de Fabienne Canor, qui est martiniquaise. Mais en tout cas, voilà, notre j'allais dire, culturel, identitaire, et justement une ressource vraiment très importante et un sujet d'étude qui s'approfondit encore et encore. Donc, on vient de voir justement quelques images. Donc, on a vu justement la dernière anthologie sur Fabienne Canor. Voilà. Documenting, Performing, Writing and Filming the Insufferable. Voilà. Ensuite, on a aussi Odious Caribbean Women, The Palpable Aesthetics of Transgression. Voilà. Et le dernier, c'est Amour, sexe, genre et trauma, qui est sorti chez l'Harmattan. Je crois que c'était le premier en 2017. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques retours justement sur vos travaux, docteur Francis? Oui, en effet, je fais. C'est intéressant parce que j'étais ces types d'étudiants qui aiment tellement de choses et je voulais pas faire de choix. Je voulais pas éliminer un élément pour donner priorité à l'autre. Je voulais tout garder. Et donc, j'ai pu comprendre et accepter le fait que mes travaux sont différents, que pour moi, on ne peut pas travailler la littérature de la Guadeloupe, de la Martinique, sans comprendre le contexte du rythme, le contexte, cette créolisation qui existe dans le texte, et qu'il fallait comprendre au-delà, en fait, qu'il fallait vraiment comprendre le fond et bien sûr une forme tellement particulière.
Et donc oui, mes travaux trempent dans un contexte de corporalité. Hein. C'est quoi le corps finalement? Comment donner présence au corps? Comment faire travailler sur une sorte de ce qu'on appelle la kinesthétique, c'est-à-dire parler du mouvement dans un texte littéraire ou autre. Et donc, je suis vraiment centrée, je travaille énormément donc sur le mouvement, mais dans tous les sens du terme, qu'il s'agisse de l'exil, qu'il s'agisse du mouvement de la transgression, hein, donc des mouvements dans tous les sens du terme, comprendre le mouvement, qu'il soit dansant, qu'il soit immobile. Quand je ne bouge pas, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne me dit pas, comment je dis? Et comprendre en fait même les silences. Hein, vous avez montré une image qui est dans la couverture de ma première anthologie, qui est une magnifique œuvre de Béatrice Mélina. Et justement, c'est quoi notre présence au monde quand on n'a que notre corps finalement? Et donc mes travaux portent énormément sur cela. J'ai créé un concept qui s'appelle le tracé corpo-mémoriel. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse quand on n'a que notre corps? Que nous ont laissé nos ancêtres quand on a encore, par exemple, la danse Groka et qu'on fait tous ces gestes. Et en fait, ça date de combien de temps? Donc, comment comprendre la mémoire du corps? Comment la comprendre? Et donc, voilà un peu sur quoi je travaille. Donc, en effet, mon dernier ouvrage va sortir dans quelques mois. Il s'appelle Odyssée créole, corporer le monde dans la transgression, et qui parcourt vraiment, Stéphanie, une dizaine d'années, non, je dirais même une vingtaine d'années, des États-Unis à ici, mais aussi mes expériences transgressives en tant que femme noire, en tant que femme qu'on ne peut pas catégoriser, puisque je le refuse toujours. Et donc, cet ouvrage vraiment parcourt un petit peu tout cela et la souffrance que c'est qu'être caribéen, puisqu'on me l'a dit souvent, you're not black because you're French. Parce qu'il y a, il faut le dire, notre communauté n'est pas tellement soudée. Hein. Et donc, il y a tout un travail à faire entre nous, dans la communauté noire, mais quand on rentre à l'intérieur, il y a un travail à faire même entre nous, caribéens, qu'on lâche un peu les compétitions, qu'on laisse, qu'on comprenne qu'il nous faut être solidaires. Et ça a toujours été le travail que j'ai fait. Quand j'ai 5 francs, Stéphanie, je regarde comment je peux donner 10 centimes à un maximum de collègues possibles, les aider dans leur promotion, leur titularisation, des choses de ce genre. Et donc, ce dernier ouvrage parcourt finalement ça. C'est quoi être femme? C'est quoi être caribéen dans un contexte hybride que sont les Amériques? Et l'ouvrage se termine avec un chapitre que j'ai intitulé Plantation académique. Donc, on a hâte de lire ça. Donc voilà. Alors voilà, vous avez les titres des ouvrages. Vous avez le nom de la doyenne, nouvelle doyenne donc à Harvard University. Vous avez le nom d'Ygritte Setou, qui est donc sa chargée de mission pour la région Caraïbe. On vous donnera plus d'informations très vite. On remercie donc encore Canal 10 pour l'occasion justement de vous présenter ce rendez-vous. Ingrid Setou pour le contact, pour la relation qu'on va justement entretenir désormais. Docteur Francis, merci de la disponibilité. Merci pour le travail que vous faites. Et puis, on se retrouve, vous allez retrouver Tanama dimanche pour la mensuelle. Ce sera donc sur la drépanocytose, puisque le 19 juin, ce sera la journée internationale pour la drépanocytose. Donc voilà, restez à l'écoute, venez écouter. Ce sera un Tanama sur l'histoire justement du centre de la drépanocytose en Guadeloupe, qui est, on va dire, le modèle pour tous les centres de la drépanocytose en France. Voilà, je rends l'antenne. Bonne soirée, merci de votre écoute et à bientôt. Bye.